Alors qu'Esther s'approche de l'immeuble où elle vit, elle aperçoit Kelly, la locataire de son appartement, à travers la fenêtre. Bien qu'elle soit techniquement sa locataire, Kelly était plutôt une amie proche, la plus proche qu'elle ait eue, celle à qui elle pouvait confier le chagrin d'amour qui la tourmentait depuis des années. Et maintenant, Kelly déménageait. Non seulement parce qu'elle déménageait, mais aussi parce qu'elle se mariait et qu'elle était vraiment heureuse. Je vais entrer et commencer à me plaindre comme d'habitude, se dit Esther à voix haute, décidant que pour cette visite, elle se concentrerait uniquement sur Kelly et son bonheur. J'espère que ta vie est merveilleuse, pleine d'amour et de compréhension avec ton fiancé, et peut-être quelques enfants aussi, parce que c'est tout ce dont tu as besoin. Elle monta au 3e étage et sonna. Kelly, comme si elle l'attendait, ouvrit immédiatement la porte. Oh, Esther, je suis si heureuse de te voir. Samuel est rentré chez lui et je me suis sentie si seule. Il travaille en ligne et essaie de gagner le plus possible avant notre mariage. Nos parents nous donnent de l'argent pour la compte d'un prêt hypothécaire, alors nous devons aussi économiser pour les prochains versements. Nous prévoyons d'aller sur une île pour notre lune de miel. Je suis venu te dire. Esther l'interrompt, tu restes chez moi en tant qu'invité pendant les 2 semaines qui précèdent le mariage et ne penses même pas à discuter. Je ne peux rien te donner parce que tout mon salaire sert à payer l'hypothèque de l'appartement de ma belle-mère et je n'y peux rien. Marcelo entre en CP cette année et je n'ai même pas d'argent pour le préparer à l'école, dit-elle tristement. Elle se souvient alors de la promesse qu'elle s'était faite de ne pas se plaindre. Bon, dis-moi, as-tu choisi le restaurant pour le mariage? Oui, un petit restaurant confortable. Et tu m'accompagneras pour choisir ma robe de mariée? Bien sûr. Mais il faudra que j'emmène Marcelo, il ne veut pas rester à la maison. Les choses vont-elles vraiment si mal entre lui et sa grand-mère? Non, Kelly, aujourd'hui nous allons seulement parler de ton mariage. Alors dis-moi, où as-tu l'intention de rester après la lune de miel? Dois-je attendre pour louer l'appartement? Vous pouvez le louer, dit Kelly. Nous allons vivre dans la maison de sa grand-mère à la périphérie de la ville pour le moment. Kelly poursuit avec enthousiasme, nous avons récemment rendu visite à sa grand-mère, j'ai adoré, même si je dois y travailler. Elle est seule et c'est difficile de tout gérer seule. Heureusement, elle est très vive et rapide. Je crois que nous sommes déjà devenus amis. Oh, Kelly, tu es le genre de personne qui peut être amie avec tout le monde, dit Esther avec de la tristesse dans la voix. Esther, comment ça se passe au travail? Oui, bien sûr, tout va très bien. Je suis très contente de mon travail. Alors il faut que tu te rendes compte que tes problèmes sont à la maison. Tant que tu ne les auras pas résolus, tu ne seras pas satisfait de ta vie. Je te le répète depuis toujours. Admets que tu n'as pas de famille et que tu n'en auras pas tant que tu resteras avec Gabrielle et sa mère. Je suis sûr que c'est elle le problème. Alors, soit tu te lies d'amitié avec elle, soit tu divorces. Il n'y a pas de 3e solution. Elle n'aime pas Marcelo et elle ne m'aime pas beaucoup non plus. Je pense divorcer avant que mon fils ne s'attache trop à lui. Marcelo voit Gabrielle comme une figure paternelle, mais il l'ignore. J'ai l'impression qu'il n'aimera jamais Marcelo. Pourquoi les-je épouser? Quelle folie, s'exclame Esther, désespérée. Vous avez fait ce qu'il fallait. Toute expérience est précieuse, même un mauvais mariage. Sinon, tu te demanderais si tu aurais pu donner à Marcelo un père aimant. Alors, s'il te plaît, ne te tourmente pas avec ces pensées. Ils parlent encore du mariage à venir, prennent rendez-vous pour choisir la robe, puis Esther rentre chez elle. Pour Esther, la maison était exactement l'appartement qu'elle venait de quitter. Il appartenait à sa grand-mère, qui le lui avait légué. Les parents d'Esther vivaient dans une autre ville. Il y a 7 ans, Esther s'est enfuie pour aller vivre chez sa grand-mère. Malheureusement, cette dernière est décédée il y a 2 ans. Ce fut une période difficile pour Esther, un enfant en bas âge, la mort inattendue de sa grand-mère et le manque d'argent. Tout cela l'a amenée à accepter la proposition de Gabriel et elle s'est retrouvée mariée à un homme qui, à près de 40 ans, n'avait pas encore atteint la maturité. Au début, son immaturité et son incapacité à gérer la vie l'amusent, mais lorsqu'il ramène à la maison un salaire qui couvre à peine les besoins de base, la peur commence à s'installer. Peu après le mariage, Gabriel et sa mère ont contracté un prêt pour l'achat d'un appartement d'une chambre et, naïvement, Esther l'a tranquillement payé avec son salaire. Le reste a été consacré à la crèche de Marcelo et à l'achat de fruits. Ni son mari ni sa belle-mère ne cuisinaient beaucoup, se contentant de plats préparés. Avant le prêt, Esther cuisinait parce qu'elle avait encore de l'argent,
mais elle s'est ensuite tournée vers la restauration rapide en raison des contraintes financières. Heureusement, Marcelo mangeait à la crèche pendant la semaine et le week-end, Esther utilisait l'argent versé par Kelly pour payer le loyer. C'est Kelly qui a conseillé à Esther de ne pas révéler le montant total qu'elle a payé pour l'appartement. Sinon, chérie, tu deviendras leur esclave. Ils vivent déjà entièrement de ton salaire, en économisant sur la nourriture. Regarde-toi, négligé, et tu dois bien te présenter au travail. Tu es professeur d'université. Je comprends, mais Esther, tu es tout à fait capable. Marcelo va bientôt commencer l'école, tu as ton propre appartement et un bon travail. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez besoin de votre mari et de votre belle-mère. En rentrant chez elle, Esther se dit, pourquoi est-ce que je finis toujours avec des hommes aussi immatures? Même Marcelo est né d'un homme tellement irresponsable que son père l'a pratiquement forcé à épouser la fille de la bonne femme. Sa mère a appris à Esther que si elle ne laissait pas son fils tranquille, elle ferait tout pour qu'il divorce. Esther a décidé qu'un tel mari n'était pas fait pour elle, et elle a déménagé dans cette ville, espérant que l'homme qu'elle aimait follement ne découvrirait jamais qu'elle avait un fils. Un jour, Marcelo l'a interrogée sur son père et elle lui a répondu que son père ne voulait pas être son père. Marcelo s'est longtemps interrogé sur ce point, se demandant pourquoi son père agissait ainsi. Mais il a fini par l'accepter lorsque Gabriel est apparu peu après. Il ne l'a jamais considéré comme son père, mais Esther est désormais déterminée à demander le divorce. Dans 15 jours, elle pourra emménager dans son propre appartement et n'aura plus besoin de l'aide de Kelly. Marcelo sera le seul homme de ma vie maintenant, et je n'essaierai plus de me marier. Je vais m'efforcer d'économiser pour acheter un appartement avec 2 chambres, car lorsque Marcelo grandira un peu plus, une chambre sera trop petite pour nous. Et je vais le faire parce que je ne peux compter sur personne d'autre. Mes parents vont bientôt prendre leur retraite et il y a la mère de mon père, ma grand-mère. Elle est paralysée et ma mère s'en occupe seule. Mon père m'aide aussi, mais c'est surtout ma mère qui s'occupe de ma grand-mère. Seule sa mère était au courant de la tragédie amoureuse d'Esther. Elle l'a soutenue à l'époque et lui a dit qu'elle l'aiderait autant qu'elle le pourrait. D'ailleurs, sa mère n'approuvait pas non plus son mariage, estimant qu'elle s'était précipitée. Esther et Gabriel se sont mariés 3 mois seulement après leur rencontre. Esther s'approchait de sa maison, mais elle décida soudain d'aller se promener. Dans une demi-heure, au lieu de rentrer chez elle, elle irait chercher Marcelo à la crèche. Il y avait une petite place près de chez elle et Esther s'y rendit, flânant pendant une demi-heure, admirant les parterres de roses colorées. Sereine, elle se rend à la crèche. Les enfants sont dehors et Marcelo, après avoir obtenu l'autorisation de la maîtresse, court tout joyeux vers sa maman. On peut aller se promener? Je ne veux pas rentrer à la maison. Grand-mère va encore te gronder parce que tu rentres tard du travail et que tu ne participes pas aux tâches ménagères. Elle te dit que tous les jours, comme si tu ne travaillais pas, tu te promènes. Tu sais, Marcelo, j'ai fait une promenade aujourd'hui avant de venir te chercher, mais ce n'est pas suffisant. Nous allons au café où nous nous arrêtons parfois pour manger une glace ou une pizza. Ils sont allés au café et sont rentrés tard, juste au moment où Gabriel rentrait du travail. Sa mère et lui regardent Esther et Marcelo d'un air sombre. Vous vous êtes bien promenés? Qu'est-ce qu'on mange? Demande la mère de Gabriel. Marcelo et moi n'avons pas faim. Vous pouvez vous préparer quelque chose, répond Esther calmement. Marcelo a mangé à la crèche et une amie m'a offert quelque chose. Allons tout de suite dans la chambre et lisons une histoire. Esther et Marcelo ne sont même pas allés dans la cuisine. Marcelo, satisfait, se dépêche d'attraper la jupe de sa mère car il aperçoit un beau panier en osier dans un coin de la cuisine. Marcelo, regarde ce qu'il y a là-dedans. Gabriel te l'a apporté, dit sa grand-mère. Esther se souvient avoir vu ce matin-là ce panier à l'anse cassé près de la poubelle. La dernière fois que Gabriel avait apporté une valise dont la roue était cassée, ils avaient perdu la tête et c'est de justesse qu'elle avait réussi à le convaincre de la jeter. Ils ont une maladie ou quelque chose comme ça. C'est horrible et dégoûtant. Ils lisent une histoire et Esther, comme par hasard, s'endort avec Marcelo sur le canapé. Le matin, ils se lèvent tôt, se préparent rapidement et se rendent à la crèche sans réveiller personne. Pendant la pause déjeuner, Esther discute avec une collègue qui vient de se séparer de son mari. Sa collègue lui a donné des conseils sur les premières démarches à entreprendre. Esther était pressée car elle craignait que la pitié pour Gabriel ne la fasse changer d'avis. 1 mois et demi plus tard, ils se sont séparés et Esther et son fils ont emménagé dans un nouvel appartement. Kelly et son mari ne tardent pas à leur rendre visite. Kelly,
heureuse pour son amie, raconte qu'elle a vu Gabriel et qu'elle a été très surprise par son état. Tu sais, il est vraiment désolé que tu l'aies quitté. Je l'ai même cru, dit Kelly. Gabriel est très contrarié par le divorce. Il est venu nous voir récemment et s'est plaint que sa mère ne le laissait pas tranquille et qu'elle se mêlait trop de tout. Gabriel est quelqu'un de bien, il manque juste d'initiative parce qu'il a toujours suivi les ordres de sa mère. Tu as de la peine pour lui, demande Kelly. Je suis désolé pour lui, pour moi, répond Esther avec tristesse. Tu as peut-être raison, mais sa mère ne vous laissera jamais vivre ensemble. C'est une personne horrible et elle pense que tu lui as pris son fils, dit Kelly. J'ai aussi de la peine pour lui, dit Samuel, le mari de Kelly. Il semble qu'il ait grandi sans père. Alors, Esther, fais faire du sport à Marcelo. Il y aura des hommes autour de lui qui lui montreront l'exemple. Oui, Samuel, tu as raison, acquiesce Esther, en réfléchissant à l'amour excessif qu'elle porte à son fils et qui pourrait s'apparenter à celui de son ancienne belle-mère. 2 semaines plus tard, Marcelo commence sa routine scolaire bien remplie, comme l'avait espéré sa mère. 1 mois plus tard, Esther décide d'assister à un cours d'éducation physique pour voir comment les enfants se débrouillent. Elle voulait savoir quel sport son fils préférait, mais malheureusement, elle n'a vu aucun talent particulier se détacher. Esther a demandé aux autres parents présents à la réunion s'ils envisageaient d'envoyer leurs enfants dans une école de sport, mais personne n'a jugé cela nécessaire pour l'instant. Pourquoi l'enverrais-je au basket-ball maintenant? Je vais d'abord voir comment il se débrouille dans ses études. S'il a des difficultés, je préfère l'envoyer dans une école d'échecs plutôt qu'à la boxe ou à la lutte, a déclaré une autre maman. Esther reste perplexe, mais se dit soudain, pourquoi demander conseil à ces femmes? Je devrais demander à Marcelo lui-même. Elle se dit alors qu'il lui répondra probablement qu'il veut devenir footballeur. À la surprise d'Esther, Marcelo a répondu qu'il voulait apprendre à nager. Tous les garçons veulent apprendre à nager. Je veux dire qu'il faut choisir un sport où l'on peut réussir et devenir un champion, parce que dans la vie, tout le monde doit viser la victoire. C'est comme le saut en hauteur, où l'athlète ne cesse d'élever la barre. D'ailleurs, les nageurs font aussi des compétitions, explique Esther. Eh bien, je veux apprendre à nager, s'obstine Marcelo. C'est ta décision, Marcelo, ou quelqu'un t'a conseillé, demande Esther. Oui, c'est la mienne, confirme Marcelo. Soudain, elle demande, maman, tu sais nager? Bien sûr que je sais nager, mais je nage comme un chien, dit Esther. Comme un chien? Qu'est-ce que c'est? Demande Marcelo, surpris. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça que nous nagions tous quand nous étions enfants, répondit Esther. Je ne veux pas que quelqu'un m'apprenne. Comment s'appelle-t-il? Hésite Marcelo. Un entraîneur, suggère Esther. Oui, un entraîneur. Maman, c'est cher? Demande rapidement Marcelo. Si c'est le cas, je n'apprendrai pas, dit Esther en riant. Je trouverai l'argent. Le lendemain, au magasin, Esther rencontre Samuel. Ils discutent et elle lui dit que Marcelo veut devenir nageur professionnel. Mais j'ai peur qu'il commence à nager maintenant et qu'il veuille ensuite devenir patineur artistique ou autre, dit Esther. D'abord, il faut qu'il apprenne à nager. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, répond Samuel. Oui, tu as raison. Ne pas apprendre à nager dans l'enfance, c'est mal, répond Esther. Et deuxièmement, poursuit Samuel, il est encore très jeune. Il a le temps de faire un choix définitif, mais savoir nager lui sera toujours utile dans la vie. Il n'y a donc aucun problème à ce qu'il commence à nager maintenant. Samuel, sais-tu s'il y a des clubs de natation dans notre ville? Demande Esther. Oui, je connais quelqu'un qui travaille comme entraîneur de natation. Il peut t'aider à évaluer si Marcelo a le potentiel pour nager professionnellement ou s'il n'est qu'un passionné. C'est un bon gars, nous avons étudié ensemble et il a 1 an de plus que moi. Tu veux que je te donne son numéro? Propose Samuel. C'est parti, dit Esther avec enthousiasme. Samuel lui donne son numéro et appelle son ami Jean. Jean, la mère d'un élève de première année qui s'appelle Marcelo va bientôt t'appeler. Ne la laisse pas tomber, d'accord? Je ne refuse jamais rien à personne, répond Jean. Alors je suis d'accord pour Marcelo, dit Samuel. Samuel raccroche le téléphone et se tourne vers Esther. Eh bien, Jean dit que tu peux l'appeler ce soir, lui dit-il. 2 jours plus tard, Marcelo se rend pour la première fois à la piscine, habillé comme un jeune nageur. Ils sont accueillis par un jeune homme qui leur sourit et leur demande. Alors,
Marcelo, dis-moi franchement, es-tu prêt pour un travail sérieux? Es-tu prêt à nager, non seulement pour participer, mais aussi pour gagner des compétitions? Je ne sais pas, a répondu le jeune homme en toute honnêteté. Je ne sais même pas encore nager. Quand j'ai appris à lire, je n'ai dit à personne pendant longtemps que je savais déjà. Ma grand-mère disait que ce n'était pas bien de se montrer intelligent, alors je ne l'ai pas fait. Mais mon professeur à l'école m'a félicité, et tous mes camarades de classe lisaient encore syllabe par syllabe. Eh bien, la lecture peut être comme ça, la natation est un peu différente. Dis-moi franchement, tu as peur, demande Jean. Non, dit Marcelo, surpris. Pourquoi aurais-je peur d'elle? Tu ne devrais pas avoir peur. Il y a des enfants qui pleurent quand ils vont dans l'eau. Maintenant, présentons-nous. Je suis Jean, tu es Marcelo. Et comment dois-je appeler ta maman, demanda-t-il. Esther, répond le garçon. Jean vérifie avec Marcelo le matériel dont il dispose et lui dit, tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Mais le plus important, c'est qu'il ait toujours l'envie d'apprendre, l'envie de gagner et l'envie de nager. À partir de ce jour, Marcelo a commencé à aller à la piscine 2 fois par semaine, le mardi soir avec sa mère et le samedi matin avec un voisin, Gabriel. Il s'est probablement rendu compte qu'Esther était seule le samedi matin et lui rendait souvent visite, dans l'espoir d'une réconciliation. Il s'est plaint d'elle auprès de son voisin parce que sa mère vivait apparemment avec elle. C'était insupportable pour lui. Va travailler ailleurs, Gabriel, tu gagneras de l'argent et tu échapperas à sa tutelle. Peut-être même trouveras-tu une femme sans enfant, lui conseilla Esther. Le temps passe. Le programme d'entraînement de Marcelo a changé. Au lieu du samedi, ils ont commencé à nager le vendredi soir. Lorsqu'ils rentraient à la maison, il faisait nuit. Bientôt, Marcelo commença à remarquer qu'après l'entraînement, Jean les rejoignait plus souvent à l'extérieur de la piscine. Lui et son voisin Jacques marchaient donc devant, tandis qu'Esther et Jean marchaient derrière. Jean les raccompagnait chez eux, puis continuait son chemin. C'est au cours de ces promenades que Marcelo gardait un secret qu'il ne confiait à personne. Un soir, il a soudain réalisé qu'il voulait vraiment que Jean devienne son père. Dans leur vie tranquille, un événement merveilleux se produisit bientôt, Kelly donna naissance à une fille, Catlan. Elle demande à son amie d'être la marraine de Catlan et Esther accepte volontiers. Ce jour-là, Esther est surprise de voir Jean comme parrain. La cérémonie du baptême fut solennelle et paisible. Le bébé n'a même pas pleuré et Esther était remplie de joie en tenant Catlan dans ses bras. Elle se souvient que Marcelo avait été baptisé un jour de pluie et qu'ils étaient pressés. La marraine de Marcelo était leur voisine et il n'y avait pas de parrain. Esther est heureuse que tout se soit si bien passé pour Kelly. Le temps était parfait et Esther n'était pas étrangère à la famille de Kelly, elle en était même très proche. Le témoin n'était pas seulement un ami de Samuel, mais aussi quelqu'un de familier pour Esther et Marcelo. À ce moment-là, Esther s'est dit qu'elle aimait bien Jean. Elle pensait qu'il était marié et qu'il avait certainement des enfants, d'autant plus que tous les garçons de la formation l'adoraient pratiquement. Après la célébration, tout le monde s'est rendu à un dîner festif. Assis à la table des parents de Kelly, Jean et Esther ont une conversation très formelle. Kelly s'énerve. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous demande pas de vous appeler parents, mais mes amis, arrêtez de parler comme si Jean était le patron et Esther sa subordonnée. Après le baptême, leurs relations sont devenues plus faciles, et l'attention d'Esther a disparu parce que Kelly lui a dit que Jean n'était pas marié. Jean a également commencé à traiter Esther et Marcelo différemment. Jean et Marcelo ont commencé à se rapprocher souvent. Peu après, lorsque Marcelo est tombé malade, il a communiqué leur adresse à Jean lors d'un appel téléphonique. Jean s'est immédiatement présenté avec différents plats savoureux et une attitude positive pour soutenir le garçon qui était si malade qu'ils ont dû appeler une ambulance à 2 reprises. Plus tard, alors qu'Esther était au travail, Jean s'est présenté à plusieurs reprises, lui a réchauffé le dîner, l'a nourri et l'a aidé à faire ses devoirs. Kelly voit que Jean est amoureux d'Esther et décide d'en parler à son ami. Mais un événement inattendu vient bouleverser la vie d'Esther. Pendant des années, elle a espéré que le père de Marcelo et elle se rencontreraient un jour et seraient ensemble, mais le destin a eu ses propres plans. Esther et un de ses collègues sont envoyés en voyage d'affaires dans la ville où vivent ses parents. D'un côté, je suis heureuse, mais qu'en est-il de Marcelo? Et là, comme toujours, Jean vient à la rescousse en disant qu'elle peut s'occuper de Marcelo chez elle ou chez eux. Marcelo veut s'installer chez Jean. Esther accepte et donne à Jean les clés de l'appartement pour qu'il puisse se procurer les livres et les vêtements dont ils ont besoin.
Elle est partie en se disant qu'elle ne partait que pour une semaine. Son compagnon de voyage était un jeune collègue qui venait de se marier et qui voyait ce voyage comme une tragédie. Ils ont été envoyés à une conférence scientifique à laquelle leur participation est obligatoire. Écoute, ne t'inquiète pas, nous ne sommes là que pour 5 jours et 2 de ces jours seront consacrés à la route. Ce n'est pas qu'un discours fastidieux, c'est aussi romantique. Les nouvelles expériences et les kilomètres parcourus sont impressionnants, alors ne sois pas triste, rassure Esther. Allongés sur la couchette supérieure du wagon, ils arrivent tard dans la nuit, sont accueillis et conduits immédiatement à l'hôtel. Le lendemain matin, elles sont déjà assises dans le salon pour écouter les orateurs. Leur présentation est prévue pour le 3e jour et ils ne sont pas particulièrement nerveux, pas plus que leurs collègues. Ils avaient préparé un long discours dont tout le monde s'attendait à ce qu'ils soient bien accueillis. Après tout, il ne s'agissait pas d'un rapport d'1 heure. Esther a proposé ce format à ses supérieurs, nous allons gâcher l'impression générale de notre travail. Le public ne voudra pas écouter des paroles interminables. Vous êtes d'accord pour dire que même vous perdriez tout intérêt après 10 ou 15 minutes. Elle a même préparé un script pour sa collègue, voyant à quel point elle était bouleversée. Elle a rendu visite à ses parents le soir, en leur disant qu'elle ne resterait pas chez eux parce que l'hôtel était plus pratique. De plus, elle était chargée de s'occuper de sa jeune collègue. Elle venait de se marier et n'avait vraiment pas envie de partir. Sa mère était très inquiète que sa fille se soit séparée de son mari et, comme elle ne connaissait pas les détails, Esther a dû tout lui raconter. Ses parents lui ont demandé des nouvelles de leur petit-fils. Depuis qu'il est entré à l'école, il les appelle toutes les semaines sans exception. Ma fille, viens nous rendre visite le soir. Ton père et moi voulons en savoir plus sur ce Jean dont Marcelo ne cesse de parler. C'est l'entraîneur de Marcelo. Nous savons que c'est un entraîneur. Dis-nous, quel genre de personne est-ce, demande sa mère avec anxiété. Sa fille n'a pas pu cacher son trouble à sa mère, mais a fini par admettre qu'elle lui avait confié Marcelo pendant son absence. Tu es sûr de lui? Il ne fera rien de mal à Marcelu? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, les rassure Esther. Le lendemain, elle retourne chez ses parents. Son frère et sa famille sont attendus, car sa mère a décidé d'organiser un petit repas de famille. En chemin, Esther s'arrête chez le fleuriste, comme le veut la tradition, pour acheter un bouquet de fleurs à sa mère. Elle avait déjà préparé un cadeau pour son père, que Samuel avait acheté pour elle. Samuel partageait le même hobby que son père, la pêche. Elle a simplement demandé à Samuel de lui acheter quelque chose d'assez cher, quelque chose que son père n'achèterait pas de lui-même. Samuel accède à sa demande et tente même de lui expliquer pourquoi cet objet est nécessaire. Mais elle l'interrompt, mon père va l'aimer. Samuel répond avec enthousiasme, absolument. Et elle le croit. Esther entre dans le magasin de fleurs et regarde la vitrine. Que dois-je acheter? En longeant la rangée de plantes en pot, elle se décide pour l'une d'entre elles. Mais laquelle? Elle réfléchit et opte pour 2 pots de violettes, en espérant que sa mère n'en ait pas. Alors qu'elle paie au comptoir, elle entend soudain un grand murmure, Esther. En se retournant, elle ne voit personne, mais quelqu'un lui attrape la main par derrière. Surprise, elle tente de se dégager. En tournant la tête, elle aperçoit celui qui lui a brisé le cœur il y a plusieurs années, en la laissant avec Marcelo, dont il ne connaissait même pas l'existence. Elle n'avait pas imaginé le rencontrer là, dans sa ville natale. Lui, le jeune homme ambitieux et confiant qui s'était lancé à la conquête de la capitale dans sa jeunesse, se tenait maintenant devant elle, un homme usé par la vie, à peine couronné de succès. « Bonjour, Esther, je suis si heureux de vous voir. » Esther sentait plus d'incertitude que de joie dans la voix de Junior, voyant les effets de la surprotection parentale sur lui, ainsi que sur Gabriel. « Je ne m'attendais pas à te trouver dans cette ville, d'autant plus que lorsque nous nous sommes séparés, tu es parti d'ici, dit-elle, ne pouvant s'empêcher d'ajouter. Il semble que nous soyons trop intelligents pour la grande ville. Peut-être vaut-il mieux rester à la maison, même si j'ai déménagé dans une autre ville et que je suis heureuse. Je suis ici pour un voyage d'affaires. J'espère que vous êtes heureux. Quoi qu'il en soit, je dois partir. Mes parents m'attendent. Ramassant les plantes emballées, elle se dirigea vers la sortie. Attends, laisse-moi t'aider. Porteur des pots, c'est délicat. Il lui arracha presque un pot et marcha à côté d'elle. Si vous voulez savoir quelque chose sur moi, je peux seulement vous dire que je travaille comme professeur dans un collège. Je suis très satisfait de ma vie et je n'ai aucun regret sur le passé.
Je n'ai donc pas envie d'en savoir plus sur vous non plus. Ils tournèrent dans l'allée où Esther avait l'habitude de vivre. Aujourd'hui, seuls ses parents y vivent. Après avoir dit au revoir à Junior, elle se dirigea vers l'entrée. L'appartement était animé, toute la famille était réunie pour fêter son arrivée, 5 adultes et 2 enfants. Après les embrassades, Esther commence à distribuer les cadeaux qu'elle a apportés. Tout le monde est compte des cadeaux. Le dernier cadeau était destiné à son père, pour lequel elle s'inquiétait le plus, car il ne savait même pas comment utiliser l'objet qu'il tenait dans ses mains. Mais son père, ravi, regarda sa main d'un air sceptique. « Esther, comment as-tu deviné que j'en rêvais depuis 6 mois ? » « Papa, j'étais tellement inquiète de t'apporter quelque chose dont tu n'avais pas besoin. » « C'est le mari de mon ami qui me l'a suggéré en me disant que tu l'aimerais certainement, » avoue Esther avec culpabilité. Son père lui arrache le cadeau et se précipite dans la chambre. « Regarde-toi, tu te comportes comme un petit enfant, » commente la mère d'Esther. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda son frère, complètement indifférent à la pêche. « Je ne sais pas. J'ai demandé à Samuel de recommander quelque chose à mon père pêcheur, et il me l'a suggéré, il l'a même acheté lui-même. » Tout le monde était très concentré sur la recherche de ce mystérieux objet qui avait soudainement rendu leur père si heureux. Mais tout le monde a vite oublié cela et a profité de l'occasion pour écouter Esther parler de sa vie au cours des 6 derniers mois, depuis son divorce d'avec Gabriel. Elle a également parlé des études de Marcelo et de sa passion pour la natation. « Nous avons une famille très intéressante, l'un est pêcheur, l'autre nageur », a déclaré la maman d'Esther en riant. Enfin, le père apparaît, rayonnant de bonheur. À ce moment-là, le téléphone sonne. Elle regarde l'écran et le montre à ses proches. Tout le monde a vu que c'était Marcelo qui appelait et, bien sûr, tout le monde a ri. Seul son père s'interrogea, confus. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» Ce qui provoqua une nouvelle salve de rire. « Grand-père, qu'est-ce qu'ils t'ont donné ?» demande sa petite fille. « Toi, ma chérie, tu ne comprendrais vraiment pas, » déclara le fier grand-père. Tout le monde se remit à rire, y compris le grand-père, qui se sentait la personne la plus heureuse du monde. Tard dans la nuit, lorsqu'Esther et la famille de son frère quittèrent le bâtiment, elle attira Junior près d'elle. « Junior, allons faire une petite promenade, puis tu pourras conduire jusqu'à la maison. » Ils ont laissé leur frère attendre dans la voiture et les enfants se sont dirigés vers la sortie en direction de la rue. Peu après, le frère les a rattrapés, s'est arrêté, et toute la famille est montée dans la voiture et est repartie. Elle retourna à l'hôtel en s'ennuyant dans ses pensées. Il m'attendra encore demain. Le lendemain matin, elle n'a pas le temps de s'occuper de lui, car elle et son collègue doivent faire une présentation au public. Esther n'était pas trop préoccupée par ses problèmes personnels à ce moment-là. Elle se sentait confiante, sachant qu'elle avait choisi la bonne stratégie. En fin de compte, la présentation a été un succès, parfaitement exécutée comme prévu, et a même été applaudie pendant le déjeuner. Certains participants à la conférence se sont approchés d'elle pour lui serrer la main en signe d'approbation. Le soir, lorsqu'Esther quitte la maison de ses parents, Junior est de nouveau dans l'embrasure de la porte. « Ne te cache pas, je veux juste savoir quel âge a ton fils, » lui demande-t-il, sans honte de l'avoir trompé. Esther lui répond, « Il a 5 ans et demi. »« Pourquoi vous intéressez-vous à mon fils ? Vous devriez avoir vos propres enfants, probablement plus âgés que lui. » « Je n'ai ni femme ni enfant et je vis dans l'appartement de mes parents, » répondit-il tristement. L'homme qu'elle avait autrefois profondément aimé, en le regardant maintenant, elle ressentait à la fois de la pitié et un étrange sentiment de soulagement. C'était comme si un sort qui l'avait hanté toutes ces années avait enfin été rompu. Elle avait espéré que Junior reviendrait vers elle et l'emmènerait, elle et son fils, avec lui. Aujourd'hui, elle comprend enfin que cela n'arrivera jamais, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'elle-même ne le veut plus. Elle ne voulait plus le voir ni entendre parler de lui. Jamais plus. Soudain, elle se souvint de Jean, l'entraîneur de natation simple et fiable, toujours prêt à l'aider. « Rentrez chez vous. Ne reviens plus ici. Je pars dans quelques jours et nous ne nous reverrons plus jamais, » lui dit-elle fermement. « Mais attendez, on m'a dit que vous n'étiez pas marié, » proteste-t-il. « Il ne faut pas croire tout ce que l'on entend, » répond Esther. Elle se retourne brusquement et entre dans le hall de l'hôtel, où l'attend son collègue. Enfin. Je me faisais du souci pour toi, Esther. Un type te cherchait avec insistance. Je pense même qu'il s'agit d'un de vos anciens admirateurs, puisque vous habitiez ici. D'ailleurs, la femme de service m'a beaucoup parlé de lui aujourd'hui.
Elle se souvient de vous et voulait que vous veniez lui dire bonjour, explique sa collègue. Qui l'a demandé, demanda Esther, surprise et intriguée. Esther s'approche de la réceptionniste et sourit. De loin, il s'agissait de Maria, la mère de sa camarade de classe et amie. Anna Maria est sortie de derrière le comptoir et a pris Esther dans ses bras. Ah, Esther, tu es toujours aussi belle. Cela fait tellement d'années que je ne t'ai pas vue à la remise des diplômes. Mon Anna vit maintenant dans les montagnes. Son mari est originaire de cette région. Et comment va-t-elle, demanda Esther. Votre mari travaille au bureau du procureur militaire. Leur fille et leur fils grandissent. Tout va bien, mais je ne l'ai pas vue depuis des années. Elle et ses 2 petits-enfants me manquent, explique Maria avec nostalgie. Puis, avec un soupir, elle regarde Esther et dit, et Junior m'embête ces derniers temps, il me suit partout. Il n'est pas bon pour toi. Oublie-le. Laisse-moi te parler de lui. Rien de bon n'est sorti de lui, commença TL. Ils ne se sont jamais adaptés à la vie sans lui. Tu sais comment c'est. Junior s'est marié sur ordre de son père, mais lui et le père de sa femme ont fini par avoir des relations tendues. Ils ont divorcé au bout de 6 mois. Il a même essayé d'étudier, ou peut-être qu'il n'y arrivait pas, je ne sais pas trop. Il s'est ensuite remarié, mais a rapidement divorcé à nouveau. Peu après, son père est décédé et ses concurrents ont repris l'entreprise de son père, puisque Junior n'y connaissait rien. Aujourd'hui, lui et sa mère vivent de leurs dernières économies et de ce que la famille de son père a laissé derrière elle. Apparemment, sa part de l'entreprise a été léguée à sa petite fille, qui s'est révélée très intelligente. Elle est diplômée de l'université, s'est bien mariée et est impliquée dans un projet en ligne avec son mari. Qui l'eût cru, je le croyais si intelligent à l'époque, s'étonne Esther. Et vous? Je ne connais pas assez bien tes parents pour te poser la question, et je me sens bizarre, dit Maria, Anna me demandait tout le temps de tes nouvelles. Maria, donne-moi son numéro. Je l'appellerai moi-même. Je suis ici pour affaires, je loge dans votre hôtel pour ne pas déranger mes parents. Je passe mes nuits avec lui et je reviens dormir ici, explique Esther. Qui était la jeune femme à qui je parlais, demanda Maria. C'est ma collègue. Elle vient de se marier et veut vraiment rentrer chez elle. J'enseigne à l'université, mais je n'ai pas encore de mari, dit Esther d'un ton qui incite Maria à ne pas en demander plus, réalisant que la vie d'Esther n'est pas parfaite. Esther prend le numéro de téléphone d'Anna et dit qu'elle l'appellera tôt le matin. Esther s'est sentie plus calme après avoir parlé à son amie, mais elle ne lui a pas révélé la vérité sur Marcelo. Elle lui a simplement dit qu'elle avait un fils et qu'elle avait divorcé de son mari il y a 6 mois. Elles se sont remémorées tous leurs camarades de classe et ont regretté de n'avoir jamais eu de réunion depuis l'école. Venez nous rendre visite quand vous serez en vacances, invite Anna. Nous avons notre propre maison, beaucoup d'espace pour tout le monde, et la nature ici est tout simplement incroyable. Mes parents me manquent, bien sûr, mais je ne regrette pas de vivre ici. Je l'adore. Pour ce qui est de votre logement, je vis dans un appartement de 3 chambres qui appartenait à ma grand-mère. C'est suffisant pour Marcelo et moi, répond Esther. Soudain, Anna a commencé à lui demander si elle avait l'intention de se remarier. Esther ne veut pas aborder ce sujet et dit qu'elle n'a pas le temps pour l'instant. Sa collègue était pressée, car elle était en voyage d'affaires et son travail commençait dans une demi-heure. Après avoir dit au revoir à son amie, elle s'est rapidement rafraîchie. Le dernier jour du voyage, Esther a décidé de montrer sa ville natale à sa collègue. Elles ont marché pendant 2 heures d'affilée, et pendant ce temps, Esther a remarqué que Junior rôdait dans les parages. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas? C'est étrange, même s'il n'a pas fait d'études, il pourrait au moins travailler comme agent de sécurité ou ouvrier, se dit-elle. Elle décida bientôt qu'elle ne voulait plus penser à lui ni le regarder les suivre. Lorsqu'Esther est allée dire au revoir à ses parents, elle n'a plus entendu parler de l'entrée. Elle et son collègue sont arrivés tôt à la gare et ont attendu impatiemment le train sur le quai. Puis, avec un sentiment de soulagement, elle a réalisé qu'elle laissait enfin Junior et tout son passé derrière elle. Esther est soulagée de voir la ville disparaître dans le crépuscule, emportant avec elle tous ses lourds souvenirs. Même Junior lui paraissait ridicule et étrange, complètement étranger. Elle s'éloigna de la fenêtre et s'endormit immédiatement, oubliant tous les tourments qui la hantaient depuis la naissance de Marcelo. Dans ses rêves, elle courait vers Marcelo à travers un champ d'herbe haute et verte, jusqu'à ce qu'elle le trouve enfin. Il ne lui offrit pas une fleur, mais une violette dans un vase, comme celle qu'elle avait offerte à sa mère. Lorsque le train arrive en gare,
seuls Esther et sa collègue se trouvent dans le vestibule du quai. Ils aperçoivent Marcelo, Jean et Fernando, le mari de sa collègue, qui discutent avec animation et courent vers eux. Dehors, tout le monde pensait sans doute qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 1 an, mais une semaine seulement s'était écoulée, pensa Esther en se remémorant les événements d'il y a 6 jours, lorsqu'elle avait retrouvé Junior après tant d'années d'éloignement. Elle n'avait jamais eu l'idée de le serrer dans ses bras ou de tourner en rond de joie. Il n'y avait pas de joie, seulement de l'indifférence, et puis Fernando a dit, « Chérie, j'ai tout préparé pour que nous dînions chez nous. Après tout, nous habitons tout près. » Pendant le dîner, Esther s'est assise entre Marcelo et Jean, sentant souvent leurs mains se poser sur les siennes, accidentellement ou volontairement. Elle et son collègue ont joyeusement raconté leur voyage d'affaires et ont fièrement partagé les applaudissements qu'ils avaient reçus lors de la conférence. Le reste du groupe a parlé de l'absence des uns et des autres. Tout le groupe rit joyeusement. Plus tard, ils sont allés chez Jean, car le réfrigérateur d'Esther était débranché et il n'y avait rien à manger. Pendant ce temps, Esther pensait au bonheur qu'elle et son mari devaient éprouver à se retrouver. Dans la voiture, il y avait un sentiment évident de jalousie, pas malveillant, mais une douce jalousie qui pouvait être dissipée par un simple baiser innocent. Le baiser a eu lieu un peu après que Marcelo soit allé se coucher. Il a embrassé sa mère et Jean. « Il n'y a qu'une seule douche dans ma salle de bain. Est-ce que ça te convient ou préfères-tu te baigner dans ta propre baignoire ?» demande Jean en détournant le regard d'Esther. « Oui, je préfère rentrer à la maison. Je m'y sens plus à l'aise, » répond-elle. « Alors, qu'est-ce qu'on attend? Prenons toutes tes affaires, y compris quelques livres, pour que tu n'aies pas à les porter plus tard, et nous irons là-bas, » propose Jean. Une demi-heure plus tard, Esther se prélassait dans sa propre baignoire, profitant d'une paix et d'une chaleur dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle s'imagine sortir du bain dans une robe de chambre en éponge. Au matin, elle se réveille avec un léger baiser de Jean. « Retourne te coucher, il est encore tôt, et je m'en vais, car Marcelu risque de se réveiller bientôt et d'avoir peur, » murmura-t-il, puis il partit. « Nous t'attendrons au petit déjeuner, » ajouta-t-il, en lui disant encore au revoir. Il l'embrassa, mais cette fois-ci différemment, et elle préféra ce baiser. Esther resta allongée quelques minutes, puis se leva et commença à nettoyer. Elle fut surprise de voir un vase de violettes sur le rebord de la fenêtre de la chambre et une petite cruche d'eau sur la table de nuit. Elle a également remarqué une photo encadrée dans le salon, où Marcelo et elle sourient à l'entrée du parc. La veille, elle a remarqué que le robinet de la salle de bain ne fuyait plus, et une mélancolie inconnue l'a envahie. Puis le téléphone sonne. Marcelo est là et répond. « Maman, tu dors encore ? Le petit déjeuner est prêt. » Esther se prépara rapidement et se rendit à la maison de Jean, s'arrêtant au magasin en chemin pour prendre son gâteau préféré pour le petit déjeuner. Ils prirent des sandwichs chauds, du fromage et du yaourt. « Waouh, les deux sont bons et sains, » commente Esther. « J'ai aussi apporté quelque chose de moins sain, » commente Esther. « Oui, c'est mauvais, » ajoute Jean, « mais mangeons aussi quelque chose de malsain, n'est-ce pas Marcelo ?» Ils mangent en silence pendant un moment, puis commencent à parler l'un après l'autre. « Tu sais, maman, » commença Marcelo d'un air mystérieux, « c'est bien ici, mais on est à l'étroit. » « Oui, la maison, c'est toujours mieux, » ajoute Jean. « Alors, qu'est-ce qui est bien quand toi, Jean, tu restes seul ici ?» demanda Marcelo d'une manière un peu théâtrale et peu naturelle. « Qui est l'auteur de ce drame ?» demanda Esther d'un ton sévère. Les hommes baissèrent la tête, mais Esther devina d'elle-même et dit, « C'est lui qui a eu l'idée, oui, » dit Jean avec tristesse. « Des hommes stupides et une Kélia intelligente qui inventent on ne sait quoi, » grommela Esther. « Nous avons tous compris, n'est-ce pas Marcelo ?» Il se contente de hocher la tête. « Alors, Marcelo, » commença Jean, hésitant, « je demande la main et le cœur de ta mère. »« Oui, je suis tout à fait d'accord, » dit Marcelo en se levant et en croisant les bras sur sa poitrine. « Son refus n'est pas envisagé, » ajoute-t-il fièrement en relevant le menton. Puis il rit et dit, « C'est notre version masculine. »« Vous n'avez donc pas le choix, c'est très bien, » dit Esther avec résignation. « Marcelo, non, Marcelo, ce n'est pas tout, ce n'est que le début, » dit Jean en se rapprochant. Il serra Esther dans ses bras et l'embrassa, puis il ouvrit la main pour révéler une petite boîte. Il l'ouvre et Esther voit 2 bagues à l'intérieur. À partir de ce moment-là, les événements s'enchaînent rapidement. Tout d'abord, Jean a présenté Esther et Marcelo à ses parents. Ensuite, leurs familles ont fait connaissance. Les préparatifs du mariage sont passés inaperçus,
mais la cérémonie elle-même a été inoubliable pour tout le monde, car elle était dirigée par le présentateur le plus célèbre de la ville, Rodrigo, qui, malgré son âge, se comportait avec l'énergie d'un jeune homme lors des mariages. Rodrigo était impatient de Jean, qui était depuis 8 ans l'un des meilleurs masseurs de la ville, bien que sa profession officielle fût celle de maître nageur. Après le mariage, ils ont emménagé dans l'appartement d'Esther, tandis que l'appartement de Jean a été transformé en salle de massage. Ils ont passé leur lune de miel à la montagne, où ils se sont merveilleusement amusés. Ils ont également visité la maison d'Anna. Esther commence à rêver d'avoir sa propre maison. Le temps passé, peu après le mariage, Marcelo commence à appeler Jean son père. Jean, à son tour, l'adopta officiellement peu après le mariage. Bientôt, le garçon a commencé à demander quand il aurait une petite sœur. Ses parents ont répondu qu'ils ne le savaient pas encore, mais bientôt tout le monde a été heureux d'apprendre qu'Esther était enceinte d'une fille. Lors d'une de ses visites de routine chez l'obstétricien, Esther a rencontré une autre femme enceinte qui consultait également le même gynécologue. Elle est surprise lorsqu'en sortant de la maternité avec sa fille Rebecca, elle voit Gabriel saluer cette femme. Il se précipite vers Esther et s'exclame « Merci, Esther. Si tu ne m'avais pas conseillé de changer de ville pour travailler à l'époque, je ne serais pas aussi heureux aujourd'hui. Vous vous rendez compte? J'ai un fils maintenant, a-t-il déclaré. Mais nous avons décidé qu'il serait mieux pour l'enfant de rester dans cette ville, et j'ai trouvé un emploi ici. Aujourd'hui, j'ai une bonne expérience et je suis considéré comme un employé de valeur au travail. » Lors d'une réunion de famille à laquelle leurs parents étaient présents, Jean et Esther ont demandé conseil pour l'achat d'une maison en ville. Les parents d'Esther ont approuvé leur décision et, peu après avoir vendu l'appartement d'Esther, ils ont acheté une belle maison. Bien qu'il n'ait donné qu'une petite somme, les parents d'Esther ainsi que son frère et sa famille ont assisté à la pendaison de crémaillère. C'est alors qu'ils lui ont parlé de Junior, qui n'avait rien réussi dans la vie et avait fini par tout perdre après la mort de sa mère. Il était seul, sa sœur ne communiquait pas avec lui, il ne travaillait nulle part, il ne payait pas son loyer et il a fini par mettre fin à ses jours. Esther a dit à la famille, « Pour moi, il est mort depuis longtemps et je n'ai même pas pitié de lui parce qu'il a choisi cette vie pour lui. Je vous demande de l'oublier et de ne plus jamais me rappeler cette personne. » Elle a décidé de chérir et de protéger son bonheur, en pensant, après tout, la famille est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire avec votre opinion et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.